Bonsoir à tous. On est là ce soir en très petit comité, mais c'est bien, petit groupe, ça va être encore plus chaleureux. On va bien s'amuser ensemble ce soir, ça va être très bien. Merci à tous d'être là et bienvenue à cet événement Bistro Brain, événement Démonte ton mythe. Je me décale. Moi, je m'appelle Lucille, je suis accompagnatrice au Bistro Brain à Montréal. Je suis également conseillère aux communications scientifiques à temps plein. Donc, les concepts Bistro Brain, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont nouveaux ce soir, c'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 2017 et qui a pour but de diffuser la science de manière fun dans les bars ou dans des événements sociaux. Donc, le format des présentations, ce soir, on va avoir 4 présentateurs et présentatrices que je vais présenter au fur et à mesure de la soirée. C'est 12 minutes de présentation, puis ensuite, il y aura 5 minutes de questions de votre part. Donc, vu que vous n'êtes pas beaucoup, je compte avoir au moins chaque personne qui va poser une question ce soir. Ça va être fun. Donc, il va y avoir 2 premiers présentateurs et ensuite 10 minutes de pause, puis on va repasser avec 2 autres présentateurs. On vous demande d'être attentif et attentive pendant la soirée, puisqu'à la fin, il y aura un quiz et vous pourrez gagner des cadeaux. Donc, il y a une petite carotte au bout, donc ça donne envie de suivre tout ça. Donc, ce soir, le thème, c'est Démonte ton mythe. Donc, on est là pour déconstruire des croyances populaires. Donc, on va avoir à propos de la low-tech et à propos de microbes. Je ne vous en dis pas plus. Vous allez découvrir ça au fur et à mesure. Puis moi, j'ai justement une anecdote qui est un peu croyance populaire. Je ne sais pas si vous l'avez aussi, mais on dit souvent que les humains, on utilise seulement 10% de notre cerveau. Est-ce que vous y croyez ou pas? Et en fait, non. On utilise toutes nos parties du cerveau, c'est juste qu'on ne les utilise pas en même temps. Voilà, je ne suis pas neurologue, mais je l'ai cherché sur Internet et pas seulement sur ChatGPT. Donc, je vais juste ce soir remercier nos commanditaires, les fonds de recherche du Québec. Et puis voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Et donc, on va tout de suite commencer avec notre premier présentateur, qui est Étienne Colette, qui va nous présenter le Saguenay, une histoire de famille. Étienne est bachelier en biologie à l'Université de Montréal et on va l'applaudir pour l'encourager pour sa présentation. Hello! C'est pas la bonne. Fait que ça, c'est des dents. Merci tout le monde. Ben ok, j'aime ça avoir l'attention. Je suis professeur dans la vie, donc je suis habitué à être la personne la plus intelligente dans la pièce, c'est ça, quand on me demande qu'est-ce que tu aimes de ta job. Un peu plus sur moi. En fait, je peux partir sur moi, en fait. Ma présentation aujourd'hui, donc le Saguenay, une histoire de famille. Je précise le S à famille parce qu'en fait, je ne suis pas saguenéen, mais je suis un peu comme Saguenéen adoptif par alliance. Donc, ma blonde a de la famille au Saguenay. Le Saguenay, c'est une merveilleuse région du Québec. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ou qui viennent de cette région-là. C'est super beau. Donc, j'ai une belle image du fjord du Saguenay, qui est comme un des seuls fjords qui n'est pas genre en Scandinavie. Quand je dis Saguenay, à quoi on peut penser? Saguenay, on peut penser à la petite maison qui avait survécu aux grosses inondations qui est arrivées dans les années comme 80-90. C'était comme une puissante image. Je dis Saguenay, on pense aussi vraiment beaucoup à la bonne tourtière du Saguenay, c'est merveilleux. Ma belle-mère fait des tourtières incroyables avec des patates, toutes sortes de viandes. C'est merveilleux, ça ne goûte pas du tout comme la tourtière qu'on peut retrouver aussi ici. Et les fameux bleuets du Saguenay. Oh! Tu croques là-dedans, c'est juteux, c'est sucré, c'est surette, c'est merveilleux. OK, bon, pour être honnête, quand je dis Saguenay, la plupart des gens, il y a comme tout le temps une espèce d'animation, d'éléphant dans la pièce quand je parle du Saguenay. Je dis aux gens, ah, ma blonde, elle vient du Saguenay. Puis là, ils sont comme, ah, oui, le Saguenay, wouh, quelle merveilleuse région.
quand je dis Saguenay, ils pensent tout le temps consanguinité. Donc là, ça arrive tout le temps. Je présente, hey, salut, quand je suis à un party de famille, j'arrive, puis là, je présente, ils sont comme, ah ouais, hein, ta blonde, elle vient du Saguenay. On le sait bien, hein, au Saguenay, le monde, elle a-tu des cousines ou des cousins? Au Saguenay, on n'arrête pas de dire, ouais, ils couchent avec leurs cousins. C'est merveilleux. C'est tout le temps une belle ambiance quand j'arrive et tout le temps de bonne humeur de présenter de nouvelles personnes que je dis qu'elle vient du Saguenay. OK. Bon, là, ils m'ont dit en formation de dire, là, tu commences par dire c'est quoi le mythe et à quel point, pourquoi c'est pas vrai. Donc, au Saguenay, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'au Québec, on a une merveilleuse institution scientifique qui date de plusieurs centaines d'années, qui garde du tract de tous les mariages, toutes les naissances. J'ai nommé l'Église catholique. Grâce à l'Église catholique, qui a ses fonds absolument infinis, on était capable de remonter à 13 générations dans le passé. Regardez, c'est qui s'est marié avec qui, c'est qui a eu des enfants avec qui. En moyenne, au Québec, c'est un ancêtre commun. Donc, pour trouver quelqu'un que vous avez le même grand-parent, il faut retrouver en moyenne notre 8e grand-parent. Donc, ça, c'est notre arrière-grand-parent. Et ça, peu importe la région du Québec. Donc, peu importe que ce soit au Saguenay, que ce soit à Charlevoix, que ce soit à Trois-Rivières, c'est assez similaire partout. Donc, le Saguenay ne détonne pas niveau consanguinité. Fait que pourquoi c'est ça? Ça vient d'où cette croyance-là? Est-ce que c'est une croyance que vous avez déjà entendue par le passé? Ça vient d'où cette croyance-là? C'est juste un gros jugement de valeur? Parce qu'ils sont petits, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas beaucoup de place. C'est pas si loin que ça, le Saguenay. Là. Ils ont des autoroutes là-bas aussi. C'est pas si isolé que ça. C'est juste un peu loin. Je veux dire, Val-d'Or, là, c'est pas mieux. Ils ont tous le même nom de famille. Merci, oui. En fait, c'est une des deux raisons principales. Au Saguenay, il y a beaucoup de gens qui ont le nom de famille Tremblay. Même nom de famille, c'est des cousins, clairement, absolument. On va en reparler. Le deuxième point, c'est un problème au niveau de la santé publique. Il y a beaucoup de maladies qui sont normalement très rares ailleurs dans le monde, qui sont super communes au Saguenay. C'est comme, ah, ben super, il y a des maladies weird, clairement, sont consanguins. La consanguinité, ça donne des maladies. On en reparle. Donc, premièrement, les Tremblay. Là, je vais vous garocher des chiffres, faites pas le saut. Donc, les Tremblay, bon, OK, c'est vrai. Au Saguenay, il y a beaucoup de Tremblay. 9% des Saguenayens sont Tremblay. Mais là, on va se dire quelque chose à propos des Tremblay. Les Tremblay, à Charlevoix, c'est 13% des habitants qui sont des Tremblay. Quand je dis Charlevoix, est-ce qu'on pense consanguinité? Pas nécessairement. Donc oui, il y a beaucoup de noms de famille qui sont similaires, autant au Saguenay quand même une personne sur 10, mais à Charlevoix aussi. En fait, des Tremblay, on en trouve où? Partout au Québec. C'est littéralement le nom de famille le plus connu au Québec. Pas loin de 1,1% des Québécois ont le nom de famille Tremblay. Théoriquement, en fait, c'est probablement plus de Québécois que ça qui sont Tremblay. Parce que, en fait, tous les gens qui ont le nom de famille Tremblay proviennent du même fondateur qui est arrivé en 1647 en Amérique, Pierre Tremblay. On sait même c'est qui cette personne-là. Merci, Église catholique. On est capable de retracer tous les gens qui ont le nom de famille Tremblay sont descendants de cette personne-là. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas le nom de famille Tremblay qui sont aussi des Tremblay secrètement. Donc, on est théoriquement tous tous ceux qui sont un peu québécois de souche, sont secrètement des Tremblay aussi depuis l'arrivée de ce merveilleux personnage. Donc, fine. OK, le nom de famille Tremblay, c'est juste connu partout. C'est pas si spécial que ça au Saguenay. On en repasse. Mais là, les maladies. Donc, j'en ai parlé un peu. C'est pas un truc qui est super connu, fait que je vais encore une fois vous garocher des chiffres. Ça fait du sens, il y a une raison. Donc, au Saguenay, c'est vrai, il y a des maladies qui sont normalement très rares ailleurs dans le monde, qui sont super communes. On peut penser au syndrome de Leigh, qui est comme vraiment plus prévalent, la fibrose kystique ou la tyrosinémie, qu'on passe de ailleurs dans le monde à 1 sur 120 000, tandis qu'au Saguenay, c'est 1 sur 2000. Ew. Mais bon, on va voir, il y a une raison d'où ça vient ça. C'est pas juste parce que, c'est pas parce qu'ils couchent avec leur cousin. Donc, la grande croyance populaire, c'est genre clairement, ils ont des maladies weird, consanguinité. Donc, pour répondre à cette question-là, pour que vous compreniez en fait un peu pourquoi est-ce que c'est pas exactement ça, on va faire une merveilleuse analogie. Donc, analogie, qu'est-ce qu'on met dans une salade de fruits? Donc, qu'est-ce que vous mettez dans une salade de fruits, vous autres? C'est pas un fruit. Qu'est-ce qu'on met dans une salade de fruits? Des raisins. Et qui à main levée, c'est qui met des raisins dans sa salade de fruits? OK, 3-4 personnes. Un autre ingrédient, mettons, des ananas, une salade de fruits. Ah, 2, 3, 4. Ah, pas sur les pizzas, ouais. Des kiwis, quelques personnes.
les recettes de salade de fruits, c'est très, très, très différent d'une personne à l'autre. On peut se dire un peu qu'il y a de la diversité dans nos recettes de salade de fruits. Des avocats, ça va-tu dans une salade de fruits? Théoriquement, un avocat, c'est un fruit. On pourrait argumenter qu'une guacamole, c'est une salade de fruits. Évidemment, c'est sûr que pour vous dire que des avocats, ça va dans une salade de fruits, il faut que je vous convainque un petit peu. Ce qui est vraiment le fun avec une salade de fruits, c'est que c'est le genre de recette qu'on apprend à faire quand on est petit. Souvent, il va y avoir notre père et notre mère qui va nous montrer comment faire cette recette-là. Quand il y a des ingrédients weird à mettre dans une salade de fruits, ça va prendre un peu plus. Il faut que les deux parents disent « ça prend cet ingrédient-là ». Donc là, mettons que j'ai mon père et ma mère, qui m'aiment beaucoup ici, qui ont chacun, pour eux, deux manières de faire une salade de fruits. Ils peuvent soit me montrer la version avec avocat ou sans avocat. L'affaire, c'est que comme les avocats, c'est un ingrédient qui est très louche. Il faut que les deux me disent « hey, ça prend des avocats dans ta salade de fruits pour que tu en mettes dedans ». Bien, si, mettons, mon père, quand il me montre sa version, il me montre pas d'avocat et ma mère, oui, je ne vais pas mettre d'avocat dans une salade de fruits. Je trouve ça vraiment weird. Donc, même si je sais, c'est la recette à ma mère, mais comme quand les gens me demandent, je dis « ouais, ça goûte clairement pas bon », je ne vais pas en mettre. Si par contre, je suis vraiment choyé dans la vie et que mes deux parents me disent « ouais, let's go, des avocats, c'est bon dans une salade de fruits », ben là, quand je vais arriver dans un party, je vais comme sortir ma guac, les gens vont me trouver vraiment très, très louche parce que c'était moi qui étais responsable du dessert. Donc, dans ce cas-là, j'ai l'air bizarre. En génétique, c'est le même principe. On pourrait remplacer ça par genre, est-ce que tu as une maladie ou non? Donc, pourquoi je vous parle de tout ça? Où on s'en va avec ça? L'affaire, c'est que le Saguenay, c'est une région qui est très particulière dans la manière que ça a été fondé. Les gens ne sont pas juste arrivés au Saguenay, comme par façon, sont arrivés au Saguenay juste comme ça, mais ça a pris un processus particulier pour arriver au Saguenay. Pour arriver au Saguenay, en fait, ça a commencé par une première vague de migration autour des années 1600 pour partir de France pour arriver en Nouvelle-France. Donc, mettons qu'ici, on a devant nous toute la population de la France, tous les 12 habitants qui y sont présents. Parmi ces 12 habitants-là, il y en a quelques-uns qui mettent des avocats dans leur salade, mais ils ne le disent à personne. Fait qu'ils n'ont pas l'air trop weird. Quand ils ont traversé l'Atlantique, il y en a juste une certaine partie. Ce n'est pas toute la France qui est arrivée. Il y en a une couple qui sont installés, il y en a d'autres qui sont arrivés un petit peu plus tard, qui sont installés sur le plateau. On les adore. Donc, ceux qui sont arrivés dans la première vague sont installés. Il y en avait parmi eux qui avaient justement cette espèce de manie étrange-là de mettre des avocats dans leur salade de fruits. Ils sont arrivés à Québec, ils sont installés là. À un moment donné, il y avait trop de monde à Québec, c'était vraiment désagréable. Fait qu'ils se sont dit, OK, on va ouvrir de nouvelles régions administratives. On va déménager plus loin. Fait que là, il y a une partie des gens qui habitaient à Québec qui sont allés dans la grande région du Saguenay. Puis parmi ces gens-là, il y en avait beaucoup qui, malheureusement, qui étaient avant quelque chose qui était super, super rare en France, juste par pur hasard et malchance, ces gens-là avaient la merveilleuse idée de mettre des avocats dans une salade. Bien, là, ces gens-là ont eu des enfants, c'est merveilleux. Puis ils ont fondé la région du Saguenay. Ce qui arrive, c'est que comme les recettes de famille, ça se passe un peu de manière aléatoire, bien là, avant, on est parti d'une population qui avait pas beaucoup de ce gène-là, de ce problème-là de mettre des avocats dans une salade de fruits. Et là, on arrive à... Oups, il y a comme plein de monde qui ont cette maladie-là. Mais là, c'est ça qui est arrivé au Saguenay, c'est que là, on est parti sans consanguinité, sans mariage weird. Il y a juste eu de plus en plus de gens, ça, c'est ce qu'on appelle un effet fondateur. Donc, à chaque fois qu'on a eu une vague de migration à partir d'une région, donc à partir de France, à partir de Nouvelle-France, aller à Charlevoix et enfin au Lac-Saint-Jean, à chaque fois, en France, mettons, c'était une personne sur 10 000. Bien, si c'est cette personne-là sur 10 000 qui a traversé l'océan, qui s'est rendue en France, qui a eu des enfants, qui ont rendu à 1 sur 1000, bien, c'est une personne sur 1000 et ainsi de suite en descendant. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle justement un effet fondateur. En fait, à chaque vague de migration, il y en a un. Puis là, c'est une succession d'effets fondateurs qui a mené à l'augmentation du nombre de maladies. Donc, il y a plein de belles leçons à se rappeler du Saguenay. Il y a du bien bon monde dans ce coin-là. La leçon principale que je tiendrais à vous faire retenir de cette présentation-là, c'est qu'au Saguenay, il n'y aura jamais assez de bonnes sortes de recettes de tourtière. Voilà. Merci beaucoup tout le monde. Si vous avez des questions. Merci beaucoup, Étienne. Est-ce qu'il y a des questions? Je veux des questions. Oui.
Merci beaucoup, Étienne. C'était vraiment bon. Puis je m'en connais pas beaucoup sur la génétique, mais tu m'as informé beaucoup aujourd'hui. Je me demandais, premièrement, comment tu es arrivé à ce sujet de recherche ou bien à ce sujet? Parce que j'étais vraiment un peu tanné qu'à chaque fois que je présentais à ma blonde, c'était genre « Ah, ouais, il vient du Saguenay ». Puis en fait, dans mon centre de recherche, il y a des gens qui étaient vraiment comme qui faisaient de la génétique des populations beaucoup là-dessus. Puis en fait, c'est vraiment un gros sujet de recherche parce qu'il y a des enjeux de santé publique au Saguenay liés à ça parce que c'est des maladies qui sont normalement rares, fait qu'il n'y a pas beaucoup de traitements. Oui. Bien, on se retrouve avec des maladies qui sont super prévalentes dans cette région-là. Fait que là, il n'y a pas de traitement, mais il y a beaucoup de gens qui en ont. Fait que c'est de faire beaucoup un peu aussi d'en parler que c'est un problème. Donc voilà. Bien, merci beaucoup, merci. Ça me fait plaisir. Une autre question par là. Salut, c'était trop cool d'ailleurs, trop bien. Combien il faut de générations pour avoir des maladies génétiques associées à une maladie familiale? Un effet fondateur comme ça? Ouais. Une. OK. Ça prend vraiment seulement une seule génération parce que ce qui vient faire le problème, en fait, c'est que... je vais montrer mes animations, mais c'est pas grave. Le problème, c'est que quand il y a eu, mettons, la traversée là, de France jusqu'ici, il y a seulement une petite partie de la population. Là. Sur le bateau, il y était 200 personnes. Ce qui arrive, c'est que sur ces 200 personnes-là, eux autres, quand ils vont arriver puis s'installer, ils vont fonder ils vont fonder une nouvelle population, ils vont avoir des enfants. Bien, s'il y a, avant, c'était une personne sur genre 200 000 qui avait la maladie, bien là, c'est une personne sur 200. Donc là, ça veut dire qu'au lieu d'être un bébé sur 200 000 qui va naître de cette population-là, ça va être un bébé sur 200 qui va naître de cette population-là qui peut avoir une certaine maladie liée. Donc, c'est quelque chose qui se passe très rapidement. Puis de génération en génération, ça se garde. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a des mariages consanguins. Avec 10 individus, on peut avoir comme 4 ou 5 générations sans avoir aucun mariage consanguin. Mais à chaque fois, s'il y a un gène d'avocat qui se promène, ben, même sans mariage consanguin, il peut y avoir de plus en plus de gens à chaque génération qui possèdent cette maladie-là. Voilà. On a encore le temps pour une dernière question, si jamais. Oui, magnifique. Là, tu parles de maladies purement génétiques. Est-ce qu'on a cherché s'il y avait éventuellement un effet environnemental dans la prévalence de ces maladies-là, qui serait peut-être moins prévalent dans un autre environnement, en France ou ailleurs, ou pas? Des certaines maladies, surtout celles que j'avais nommées à l'avant, de ce que je cherche, c'est vraiment des maladies purement à prévalence génétique. Je ne sais pas si l'environnement du Saguenay, est-ce qu'il y a quelque chose d'un bleuet qui fait que ça ressort? Je ne sais pas si ça peut être lié. Évidemment, c'est sûr que c'est un environnement qui est très différent de celui qui est présent en France. Est-ce que les hivers qui sont plus froids, est-ce que c'est comme c'est des choses, qu'il y a un environnement qui est moins urbain? Est-ce que c'est une population aussi qui a vécu plus de difficultés vu qu'à un moment donné, le parc de la Ferrandrie, c'est long? Donc, j'imagine, dans la vie, dans tout qu'on parle de génétique, il y a toujours l'aspect de nature versus environnement. Mais ce que j'ai nommé là, c'est vraiment, c'est vraiment l'apparition de ces gènes-là d'avocats qui sont arrivés là, par pure génétique. Plus de questions? Bon, merci beaucoup, Étienne. Merci beaucoup. Bon, OK. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Bon, moi, ces histoires de tourtes et de salade de fruits, ça donne un peu faim, mais c'était vraiment super intéressant. Moi aussi, j'avais cette idée reçue, sachant que moi, je fais partie donc de la deuxième vague de Français qui ont débarqué au plateau. Et moi, je viens du nord de la France, et il y a aussi cette croyance avec le nord de la France. Donc, je serais très intéressée également d'avoir un debunk là-dessus, parce que je ne suis pas issue de la consanguinité. Mes parents ne sont pas cousins. Donc, vraiment intéressant, merci. Fait qu'on va passer à la deuxième présentatrice, qui est Iman Chafi, qui va nous présenter le sourire en préparation. Vous avez déjà eu des petits previews juste avant, de belles dents. Donc Iman, elle est doctorante en génie informatique à Polytechnique Montréal. Elle explore l'usage de l'intelligence artificielle pour améliorer la dentisterie numérique. Ouais. Diplômée en génie de McGill, elle a effectué un stage de recherche au Japon, la chance, et se consacre à la vulgarisation scientifique, notamment à travers une BD présentée à l'ACFAS et l'émission Génial à Télé-Québec. Fait que bienvenue Iman. On peut l'applaudir.
Ben, merci beaucoup, une belle présentation. Je voudrais commencer, donc j'ai vraiment fait ça comme une émission Netflix parce que je feel que de la recherche, des fois, c'est un peu comme une émission, il y a vraiment beaucoup de saisons. Et donc, mon projet, ça a vraiment commencé avec une étude, en fait, des dents. Et il y a même aujourd'hui Olivier, qui est là de notre lab, qui avait commencé, en fait, le projet. Merci d'être là, je suis vraiment contente de te voir. Et une des choses par rapport à ce projet que j'aime bien, c'est qu'en fait, on va voir et on va essayer aussi d'apprendre par rapport aux dents parce que quand j'ai commencé, j'avais pas beaucoup de connaissances autant sur les dents. Donc là, je vais vous demander en premier, est-ce qu'il y a ici déjà quelqu'un qui a eu une carie? Wow! Oh my God! Non! En fait, autour de 95% des Canadiens vont avoir une carie et en plus de ça, ils vont en avoir dans le futur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui arrive à presque tout le monde. Donc, c'est un sujet qui est très important, en fait, à tout le monde. Je vais vous présenter 2 types de préparation. Ça s'appelle une préparation intracoronaire. Et la raison pour laquelle, c'est probablement ce que vous avez eu. Si vous avez eu une carie, c'est parce qu'on va juste faire un petit trou dans la dent, essayer d'enlever la carie et ensuite mettre un plombage. Cependant, si la carie, elle est trop profonde, il va falloir faire une préparation qu'on appelle extracoronaire. Et là, on va devoir faire quelque chose qui s'appelle donc une préparation qui va pouvoir avoir une couronne par-dessus. Une couronne, c'est vraiment une fausse dent. Donc, c'est une dent qu'on va venir mettre par-dessus et donc on va essayer d'enlever beaucoup de la dent. Et ça va se faire à travers une turbine dentaire. Donc, la turbine, c'est vraiment un tout petit outil qui vient enlever beaucoup de la dent et ensuite, on peut mettre une fausse dent par-dessus. Donc, si vous avez déjà eu une couronne, c'est ça qui s'est passé pendant que vous étiez sous anesthésie. Donc, juste pour vous montrer un peu plus comment ça se passe, les dents à l'intérieur, on va vraiment avoir donc ici l'émail qui est une des parties les plus importantes et aussi les plus fortes de votre corps. Donc, je ne sais pas si vous saviez, mais les dents, en fait, c'est l'os le plus fort de votre corps. C'est même plus fort que la plupart des métaux qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Il y a même certains bétons qui sont moins forts que les dents. Donc, c'est vraiment important par rapport à notre corps et ça fait en sorte qu'on reste en santé. Donc, si on a une carie qui s'en va jusqu'à la dentine, là, on a besoin d'une préparation extracoronaire. Je vais vous présenter quelque chose ici, ça s'appelle l'angle. Donc, c'est vraiment un angle très important ici, le taper angle. Et on va vraiment utiliser ça, en fait, pour venir placer la couronne par-dessus. Puis ça va être important pour le reste de ma présentation. Donc, on n'oublie pas cet angle. Je vais vous présenter ici aussi beaucoup par rapport à notre projet parce que ça a changé à travers le temps. Et là, maintenant, on a un site Internet pour créer des préparations et aussi des couronnes dentaires en utilisant l'intelligence artificielle. Mais la question, c'est vraiment pourquoi et aussi comment. Donc, pourquoi? En ce moment, les dentistes, ils ont un manque de méthodologie par rapport aux préparations. Donc, celle que je vous ai montrée, extracoronaire. Les préparations sont faites par des dentistes, mais d'une façon sans vraiment savoir si, on va dire, on a enlevé trop de matériel. Est-ce que, par exemple, on est trop proche donc, du nerf? Donc, les évaluations sont très manuelles. Par exemple, un dentiste va venir, il va faire une préparation, ensuite, il va l'envoyer au technicien dentaire. Le technicien dentaire va vouloir faire une couronne pour cette préparation, mais l'angle que je vous ai dit juste avant, il n'est pas bon, il n'est pas correct. Fait que le technicien dentaire va devoir revenir au dentiste, lui dire, tu dois refaire la préparation. Fait que là, le patient qui avait déjà fait une préparation doit revenir une deuxième fois pour refaire la préparation. Et en plus de ça, comme vous savez, ça coûte très cher, donc tout ce qui est dentisterie. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire ici, c'est vraiment de diminuer, en fait, le nombre de fois que le dentiste va devoir faire des préparations sur les personnes en ayant une évaluation de ces préparations. Donc, on va vraiment essayer d'avoir aussi une réduction de la charge des techniciens dentaires. Donc, comme ça, ils ont plus de temps, en fait, pour faire les couronnes dentaires. Donc, la grosse question que je me demande à travers ma recherche, c'est les formes de préparation, est-ce qu'on pourrait utiliser l'intelligence artificielle pour les évaluer? Donc, qu'est-ce qui est important pour les évaluer? On va vraiment avoir 3 choses qui vont être très importantes par rapport à ça. La première, là, je vous mets le big pipeline, mais je ne vais pas tout l'expliquer. C'est juste pour vous montrer un peu plus que mon projet prend en compte plusieurs types d'imagerie médicale, donc plusieurs types de modalités. Puis c'est ce qu'on va utiliser ici pour faire du recalage, en fait, multimodal. Donc ça veut dire qu'on prend plusieurs types d'images et on va les mettre ensemble pour arriver à une fin de visualisation 3D. Donc, en ce moment, les préparations, on n'est pas capable de les voir quand, à l'intérieur, en fait, de la préparation, quand on est en train de la faire. Il y a plein d'eau, il y a plein de sang. C'est vraiment difficile d'avoir accès, en fait, à cette dent. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe pendant qu'il y a une préparation. Cependant,
il y a un nouvel outil qui s'est fait, ça fait pas très longtemps. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé, mais c'est vraiment comme une caméra qui rentre à l'intérieur de ta dent puis qui fait un scan total de ta dent. Si tu as déjà eu des Invisalign, c'est probablement ça que tu as eu. Sinon, vous aviez probablement dû genre mâcher sur quelque chose, puis ça, c'est beaucoup plus pour des plombages, etc. Parce que c'est quand même un outil assez dispendieux. Et donc, ces scans, ce qu'ils vont faire, c'est avoir une surface, en fait, de la mâchoire. Ensuite, on va essayer d'utiliser l'intérieur donc, de la dent, donc des scans, par exemple, panoramiques, la grosse caméra qui passe à travers. Le truc avec les scans intraoraux, que je vous ai dit ici, c'est que puisqu'ils font seulement l'extérieur de la dent, on pourrait faire un scan pendant une préparation en utilisant l'outil de la caméra à l'intérieur de la dent. Mais on n'aurait pas l'information de l'intérieur de la préparation parce que ça prend juste l'extérieur. Et donc, on a vraiment besoin de ces méthodes en fait, de reconstruction 3D et on les met ensemble pour avoir une belle reconstruction de la préparation qui, techniquement, cette image n'existe pas dans la vraie vie. C'est vraiment juste une reconstruction. Donc, je vais vous expliquer un peu plus 3 mots qui sont très importants dans ma recherche pour faire cette évaluation. Donc, le premier mot, c'est contre-dépouille. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait c'est quoi? Peut-être sauf Olivier. Est-ce quelqu'un qui sait contre-dépouille? Qu'est-ce que ça pourrait être? Sinon, je vais vous expliquer un peu. Parce que contre-dépouille, c'est vraiment une explication de si jamais il y a une préparation qui a été faite par le dentiste, il y a une partie de la dent qui est trop... donc, c'est un peu comme s'il y a trop de la dent qui est sortie. Et donc, la couronne ne va pas pouvoir rentrer. Ça va créer une espèce de... Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans des formes 3D qui vont avoir comme des espèces d'extrusion, en fait, de la dent. Et donc, on va vraiment avoir ça qu'on va appeler une contre-dépouille. On ne veut pas avoir ça dans des dents parce que si la couronne ne peut pas rentrer, bien là, tu n'as rien à faire. Il faut que tu reviennes au dentiste puis tu refasses, en fait, ta préparation. La deuxième chose que je vais vous expliquer, c'est l'épaisseur. Donc ça, c'est vraiment important pour une dent qu'on ait une bonne distance entre la préparation et la couronne dentaire qui vient par-dessus. Donc, si on enlève trop de la dent, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous ai montré dans l'image précédente, il y a plusieurs parties de la dent. Si on s'en va trop loin dans la dentine, ce que ça fait, c'est que ça fait que la dent devient plus forte, elle est plus aussi forte structurellement et la préparation pourrait tomber. Mais si la préparation tombe, qu'est-ce qui se passe? La couronne aussi, elle tombe. Puis là, on n'a plus de dents. Fait que ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc, on essaie d'enlever le moins possible de matériel. Mais les dentistes, quand ils le font, c'est tout petit. C'est vraiment difficile à faire ça. Et en ce moment, ce qui se passe, c'est que le plus un dentiste est bon à faire des préparations, bien, le mieux il va être pour faire une bonne préparation. Et aussi, il va peut-être être plus utilisé en dentisterie. Mais en ce moment, ce qu'on veut, c'est essayer, par exemple, pour des jeunes dentistes ou des personnes qui viennent de commencer, d'évaluer, en fait, si leur épaisseur, donc leur distance entre la préparation et la dent, est bonne. Donc ça, c'est la deuxième partie aussi de mon projet. Et finalement, donc le recalage que je vous avais dit après, ici, on a vraiment à voir le recalage 3D en 2 différents types de formes. Donc, la forme 3D de surface que je vous avais montré avant avec la caméra et la forme aussi interne. Donc là, on va utiliser quelque chose qui s'appelle des CBCT. Donc, c'est des cônes tomographiques. Et ça, c'est vraiment important qu'on utilise dans plein de systèmes en dentisterie, mais aussi aux systèmes médicaux. Ce qu'on va avoir, c'est l'intérieur, donc l'information, par exemple, des nerfs. On va vraiment avoir l'information de la dentine, etc. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de vraiment prendre les 2 types d'imagerie, les mettre ensemble et avoir ce qu'on voit à l'intérieur d'une préparation sans avoir le scan CBCT de la préparation. Parce qu'un scan CBCT, c'est très cher et c'est très difficile à faire. Il faut que tu rentres à l'intérieur de la machine. Ça prend vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Et donc, juste un petit point pour la fin, en fait. Pourquoi les préparations sont si importantes? Donc, je vous ai beaucoup parlé de préparation. Vous avez probablement entendu ce mot, genre peut-être 10 fois dans cette présentation, ou peut-être plus. Mais les traitements dentaires, comme vous le savez probablement, sont très, très chers. Vous allez devoir en faire. C'est quelque chose qui est inévitable. Et des fois, moi, quand je me couche tôt, je me réveille tôt le matin, à 3 heures du matin, 1 heure du matin, puis je me demande vraiment, qu'est-ce qui se passe si demain, il y a une couronne de quelqu'un qui tombe? Puis là, je me sens comme si, mon projet, il n'a pas marché, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment pour vous dire que les projets en dentisterie qu'on est en train de faire, les préparations dentaires, c'est important pour nous tous. Et si vous voulez en savoir plus, donc j'ai ma présentation aussi en forme de BD avec l'Arcphase. Donc, si vous êtes intéressé par les dents, intéressé par les préparations, je vous invite à aller voir ça aussi. Vous pouvez en apprendre un peu plus. Donc, merci beaucoup pour vos attentions. Puis, je voudrais juste souligner l'aide aussi beaucoup de mes directeurs de recherche puis ma belle équipe au Magnou pour tout ce travail. Merci. Merci beaucoup, Iman.
Est-ce qu'on a des questions sur les dents ce soir? Oui. Après, je viendrai à gauche. Salut, merci pour la présentation. Tu as dit au début que les dents, c'était l'un des trucs les plus forts qu'on avait. Fait que j'avais une question, c'est que comment ça se fait que des fois, on a l'impression que c'est si facile à casser, genre on dit tu manges une pomme puis tu te casses la dent, ou tu tombes et tu te casses la dent. Oui, c'est une très, très, très bonne question. Puis en plus de ça, ça fait un lien avec la présentation d'avant. Parce qu'en fait, tes dents, c'est très similaire, en fait, à qu'est-ce qu'on a, par exemple, donc les fingerprints, mais aussi c'est génétique. Donc, avoir des bonnes dents, c'est génétique. Il y a du monde que, tu sais, ils sont pas obligés d'aller au dentiste tout le temps. Puis ça a un lien aussi avec leur génétique. Et en plus de ça, en fait, il va avoir, c'est ça, donc la partie génétique, il va aussi avoir la partie de l'alimentation. Donc, comme dans tout, l'alimentation saine aide aussi tes dents. Donc, si tu as des manques de calcium, ce que ça peut faire, je ne sais pas si vous avez déjà eu des taches sur vos dents. C'est vraiment une tache blanche. Ça, c'est juste, par exemple, des fois, on va penser que ça va être de différentes choses. J'ai un manque de calcium ici, j'ai un manque de calcium ça. Mais des fois, c'est juste vraiment tu t'es fait mal quelque chose. Donc, il va y avoir ce changement. Mais ça se peut aussi que ce soit des manques de calcium. Donc, si jamais tu vas avoir des meilleures dents, c'est bien de prendre des suppléments, mais peut-être pas trop aussi. Avec des suppléments de l'alimentation aussi, ça aide. Mais très bonne question, merci. Allô, c'est tellement beau comme présentation, je capote. Je te demandais, en fait, est-ce que cette technologie-là d'intelligence artificielle, ça peut être utilisé pour d'autres types de scans aussi, à part les dents? Oui, oh my God, c'est tellement une bonne question. OK, je peux pas, mais c'est une très, très bonne question. Parce que, en fait, ce type de scan, les formes 3D, on les retrouve dans les jeux vidéo. On les retrouve dans la création de bâtiments. Donc, ça utilise aussi des scans 3D. On les retrouve dans plein d'autres différentes choses. Puis, les technologies qu'on utilise, c'est des technologies qui génèrent des formes 3D. Donc, soit ils complètent des points, donc des formes de points, ou bien ils vont générer, par exemple, des formes on appelle ça un maillage, donc des formes de maillage 3D. Puis, il y a quelque chose qui s'appelle des voxels. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait s'essayer à... Ce serait quoi un voxel? OK. Ali, je sais que c'est la réponse. Oui. Exactement. Oui, exactement, c'est ça. Puis c'est ça, le voxel, il pourrait... Est-ce qu'on peut juste répéter pour tout le monde? Parce que... oui, excusez-moi. Oui, donc, en fait, Étienne venait de dire que un voxel, c'est une représentation 3D comme un pixel, en fait. Techniquement, c'est considéré genre la bonne représentation d'une forme ou d'un pixel, on va dire, 3D. Parce que quand on pense à des maillages, c'est quoi? C'est juste des triangles ensemble. Donc, ils n'ont pas vraiment de... C'est pour ça aussi, les scans intraoraux que je vous ai montrés, ils n'ont pas de contenu, un peu, si on les pense comme ça. Un pixel, c'est vraiment... Un pixel, c'est un vrai pixel. C'est un 2x2, c'est un carré. Tu sais que ce pixel a une couleur et ce sera la couleur de ce pixel. Quand on a un maillage, c'est plus une façon qui a été inventée pour que ce soit plus facile et moins coûteux en termes d'énergie et de... C'est tellement lourd. Les formes 3D, on a... Vraiment, on est obligé de travailler sur des serveurs de Compute Canada. C'est toujours en gigabytes. Et des fois, ça va dans les centaines de gigabytes. C'est fou à quel point ça prend de l'énergie. Puis ça, c'est en environnement aussi, les formes 3D. Et c'est pour ça que, par exemple, les jeux vidéo, ça va être vraiment des maillages parce que ça permet aussi de diminuer, en fait, le coût. Mais si on serait capable d'utiliser des voxels d'une façon moins coûteuse, pour vrai, on pourrait faire beaucoup de bonnes choses parce que c'est comme la vraie représentation des formes 3D. Oui, une bonne question. Une autre question du style dentiste, orthodontiste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu des broches ici? Oui. Oh! Tu as des belles dents. Tu as des très belles dents. Merci. Je suis venue au moins pour un compliment ce soir, c'est super. OK, est-ce qu'on a... Donc, on n'a pas de... Oui, on a une dernière question, super. Donc, ça n'a pas vraiment rapport avec ce que tu as expliqué, mais tu as dit, genre, si vous avez eu des broches ou quoi que ce soit. Oui. Donc, c'est ça, c'est encore avec les dents. Est-ce qu'il y a un truc, à part des produits chimiques ou des traitements, pour avoir les dents plus blanches? Oh, OK, je veux juste dire, disclaimer, je ne suis pas dentiste. Donc, je fais du génie informatique. Mais c'est quand même une très bonne question. Parce que depuis que j'ai commencé le projet, je m'intéresse vraiment beaucoup aux dents aussi. Donc, c'est une question que je me suis demandée.
Est-ce que vous avez déjà... Ah, j'aimerais bien avoir une image. C'est genre un bâton de bois de vanille. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Ben, par exemple, moi, je suis marocaine et dans ma culture, dans le passé, quand il n'y avait pas des dentifrices, tout ça, ils mâchaient sur les bâtons de bois de vanille pour... les bâtons de vanille, si je me rappelle bien, c'est bien l'ingrédient. C'était la forme d'un dentifrice. Et donc, ça faisait en sorte que les dents soient plus blanches. Après, il faut aller voir si c'est corroboré par... Mais ça avait été utilisé dans le passé, fait que je me dis probablement. Mais c'est une bonne question. OK, merci beaucoup, Iman. Ben, merci beaucoup tout le monde. On peut l'applaudir. Fait qu'on va avoir encore 2 présentateurs, mais on va d'abord faire une pause de 10 minutes pour vous substanter, boire de l'alcool, pas de l'alcool, à votre plaisir. Donc on va se retrouver à 7h10 pour les 2 prochains présentateurs. Merci. Et est-ce que tout le monde est biodisponible pour écouter la suite des présentations? Oui, super. OK, fait que on va écouter maintenant notre 3e présentateur qui est plutôt d'actualité puisque maintenant avec toutes les technologies, avec l'intelligence artificielle, on est tout le temps arrivé sur nos téléphones. Donc maintenant, on va parler avec Philippe Terrier de La low-tech n'est pas un retour à la caverne. Donc Philippe est ingénieur et détenteur d'un doctorat en conception biomimétique en ingénierie. Il a participé à plusieurs missions scientifiques en Antarctique, travaillé avec Ingénieurs sans frontières et est impliqué au sein de Cyclo Nord-Sud. Il est professeur enseignant à l'ETS et responsable du laboratoire d'ingénierie pour le développement durable qui travaille sur l'approche low-tech. Donc je vous demande d'applaudir Philippe, s'il vous plaît. Merci. Donc, le mythe que je vais essayer de démonter ce soir, c'est que la low-tech, ce n'est pas un retour à la caverne, contrairement à ce que peut-être certains d'entre vous pensez. On va voir. J'ai amené un peu de matériel qui n'est pas très low-tech. Est-ce que vous avez déjà essayé de réparer des équipements qui traînent chez vous? Peut-être que vous ne les avez pas ouverts, mais si vous les ouvrez, à l'intérieur, il peut y avoir des trucs de ce type-là. Puis là, si vous n'avez pas de formation là-dedans, vous vous demandez où est le problème. Ou peut-être des appareils comme ceux-ci, qui, à un moment, par magie, ne fonctionnent plus. On les secoue, ils remarchent un peu, puis après, ils ne marchent plus. Quand on essaye de réparer tous ces objets-là, je ne sais pas, dans votre quotidien, si vous avez essayé, à main levée, est-ce qu'il y en a qui ont essayé d'ouvrir des appareils en ayant débranché la prise avant? Est-ce que ça a été un succès? Ça refonctionne après? Mitigé ici, succès au premier rang. Bon, quand ce n'est pas un succès, où est-ce que ça finit? Où est-ce que ces appareils terminent leur vie? Oui, aux poubelles, au site d'enfouissement, c'est ça, c'est là la fin de la vie de ces appareils-là. D'ailleurs, petite parenthèse, la semaine prochaine, c'est la semaine québécoise de réduction des déchets, parce que vous savez qu'on produit des déchets. S'il y a bien quelque chose qui est en croissance, là, à part le système économique, il y a aussi la production de déchets. C'est 21 tonnes par minute au Québec de déchets qui rentrent dans les sites d'enfouissement. 21 tonnes par minute. C'est fou, hein? Parce que les déchets, résidus de construction, ça pèse lourd, ça va dans les dépotoirs, on remplit les dépotoirs et puis on verra bien ce qu'on fera plus tard. Ça sera peut-être un gisement pour les générations futures. Et on remplit les dépotoirs avec des objets high-tech, avec des métaux critiques, des terres rares, tout un tas d'affaires. Ça sera moins loin pour aller chercher des nouvelles ressources. Mais ce n'est peut-être pas l'objectif. Je vous propose une expérience de pensée. Alors réfléchissez à un super objet high-tech. Moi, je vous propose un frigo connecté 5G. Fantastique. Je suis sûr que dans quelques temps, quand on va se promener dans des boutiques pour acheter de l'électroménager, on va nous proposer ça. Alors l'avantage, le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir la porte pour savoir ce qu'il y a dedans. C'est révolutionnaire. C'est incroyable. Puis en plus, vous pourriez être en train de faire vos courses et votre frigo va vous dire « Oublie pas, la pinte de lait est à moitié vide, donc prends-en une ». On peut remplacer ça par une petite liste et avec un papier qu'on peut recycler aussi. Ça mobilise peut-être moins de ressources. Donc ici, j'ai mon collègue, c'est Monsieur Low-Tech, qui se pose quelques questions avant d'acheter son frigo connecté 5G. Il se demande s'il va vraiment pouvoir le réparer quand ça va tomber en panne. Il sait que ça va tomber en panne, puis il se pose aussi la question si ça répond vraiment à un besoin. Avez-vous besoin d'un frigo connecté 5G? C'est pas une petite étude de marché pour une compagnie que je gère en parallèle? Non, OK.
Puis on lui parle de transition écologique. Et là, il n'y croit plus, là, parce qu'il se dit transition écologique, on me propose des frigos connectés. Il me semble que ça génère quelques problèmes, ce genre d'appareil-là. On s'attend à ce que ce soit assez complexe. Quand on va vouloir le réparer, bonne chance. Ça va sûrement être fragile. Ça va probablement tomber en panne. Puis, dans une ère de transition écologique, où on a besoin de beaucoup de métaux précieux, de terres rares, il faut aller toujours plus loin, toujours plus creux pour en trouver. Est-ce que c'est la bonne application de mettre ça dans un frigo pour savoir si la pinte de lait est à moitié pleine ou à moitié vide? Il y a des impacts environnementaux. Concevoir ça, ce n'est pas gratuit. Ben, ce n'est pas gratuit quand on l'achète aussi. On se rend compte que c'est de plus en plus coûteux. Le faire réparer, ça va être un aria, puis peut-être que ce ne sera même pas réparable, et ça finira comme tout le reste, au site d'enfouissement, sûrement à très courte échéance. C'est rapidement obsolète. Donc ça, c'est le classique du schéma des objets high-tech. À l'autre bout du spectre, vous avez tous des objets low-tech chez vous, des objets qui durent depuis des années, puis c'est un échantillon d'un produit que vous connaissez bien. Je pense que vous reconnaissez le produit complet juste en voyant ça. C'est ce qu'on appelle couramment un vélo. Et quand la chaîne est rouillée, c'est assez facile, avec quelques outils, quelques petits solvants, de réussir à redonner une vie pour encore 20 ans à cet appareil. Donc, les objets low-tech, en général, c'est assez simple de conception, c'est assez simple à entretenir. On comprend comment ils marchent. On est capable d'intervenir pour assurer une longue durée de vie, donc c'est réparable. C'est durable, ça minimise les impacts environnementaux, on ne mobilise pas beaucoup de métaux précieux, ça honore la fonction que ça doit honorer. Pas besoin que ce soit plus compliqué que ça. Mais pourquoi tous ces objets high-tech qu'on a chez nous, qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils vont répondre à certaines caractéristiques classiques des objets high-tech, c'est-à-dire souvent non réparables? On ouvre et on ne peut pas faire grand-chose à moins de se lancer dans une investigation complexe, puis d'avoir accès à du matériel complexe, et de savoir un peu plus que la moyenne des gens comment ça fonctionne. Donc, les caractéristiques de ces objets, c'est qu'ils sont habituellement peu réparables, ou le coût de la réparation dépasse le coût d'achat d'une nouvelle unité, donc personne ne répare. Ça consomme beaucoup de ressources, ça obsolète rapidement, et ça augmente nos dépendances. On est dépendant à des fournisseurs d'appareils, on est dépendant à des systèmes propriétaires. Quand on a certains ordinateurs, difficile d'aller modifier certaines choses. Ça réduit notre autonomie parce qu'on devient dépendant de ces objets. On ne sait même plus faire sans ces objets. Donc, ultimement, ça a certaines caractéristiques, ces objets high-tech que vous reconnaissez là. Et tout ça, c'est dû à quoi? Ben, c'est dû à notre approche dans la résolution de problèmes qu'on appelle le technosolutionnisme. Le technosolutionnisme, c'est une approche pour régler des problèmes en apportant d'abord une solution technologique souvent plus complexe que ce qu'il y avait avant. On rajoute une petite couche au nom du progrès. Ça va être mieux avec une petite couche de technologie en plus. Prenons un exemple d'approche technosolutionniste et d'une approche alternative qui pourrait être incarnée par la low-tech. On a un problème, par exemple, avec la mobilité en ville. On le sait, au Québec, 43% des émissions de GES sont dues à la question du transport. Et le transport, c'est beaucoup des autos, des camions, quelques vélos, mais moins que bien d'autres modes de transport. Donc, si on a un problème de mobilité puis qu'on veut le régler ou atténuer les impacts avec une solution high-tech et avec une solution low-tech, on va voir comment on procède dans un cas et dans l'autre. Donc, on identifie un problème. Il y a un problème ou il y a un besoin de mobilité. L'école de pensée high-tech va nous dire: on va rouler en voiture, mais je vous promets que ces voitures vont moins polluer que les voitures d'aujourd'hui. Donc, continuons avec l'approche de la voiture. L'école de pensée low-tech commence à analyser le besoin. Pourquoi tu veux te déplacer? Et est-ce qu'on va se déplacer exclusivement en voiture ou on peut remettre en question le tout à l'automobile en ville? Ensuite, on développe la solution. L'approche technosolutionniste high-tech, c'est les voitures électriques. Voilà la solution au problème de mobilité en ville. L'approche low-tech, c'est on pourrait se déplacer moins et différemment. Il y a peut-être plein d'autres approches. On peut peut-être réorganiser le travail, on peut peut-être avoir des villes 15 minutes. Il y a plein d'autres organisations urbanistiques pour se déplacer moins. Chaque camp développe sa solution qui génère certains effets. L'avènement de l'auto électrique en grande quantité, ça génère un nouveau problème. Il nous faut plus de ressources. Il nous faut des ressources critiques. Il faut aller les chercher plus loin. Il faut ouvrir une nouvelle mine. L'approche low-tech, pour sa part, elle investigue des nouvelles façons de se déplacer, soit de façon plus douce, soit de se déplacer moins, tout en ayant des impacts positifs sur la santé, puis des impacts réduits au niveau environnemental.
Quand on a développé certaines solutions, il y a des effets, il y a des nouveaux problèmes éventuellement, donc il y a une nouvelle réponse. Alors, l'approche high-tech, elle dit, pas de problème, on a des autos électriques, il faut plus de métaux, ça génère des impacts, mais on va créer des mines durables. Donc, on règle le problème de l'accès aux ressources sans sacrifier la planète. L'approche low-tech, elle continue de remettre en question le besoin, puis elle développe des modes alternatifs basés sur la mutualisation des équipements, comme Communauto. On va utiliser les capacités de transport sous-exploitées, par exemple, des automobiles qui roulent mode solo. L'approche high-tech, donc, nous propose des mines durables. Et là, on se dit, est-ce que le problème initial, on l'a réglé? En fait, avec l'approche high-tech, souvent, on a créé un nouveau problème. On a un problème de mobilité, on a proposé une solution, l'auto électrique, on a vu qu'il y avait des problèmes d'accès à des ressources, on a proposé des mines durables, on a déplacé le problème ailleurs. Le problème, maintenant, il est à la mine, qui a beaucoup d'impact, peut-être tout autant que ce que l'auto électrique a réglé ailleurs. Avec l'approche low-tech, là, on l'a réglé, le problème. On a repensé la mobilité, sans le recours au tout techno. Donc, ces deux approches. Ça, c'est la conjointe de Monsieur Low-tech, c'est Madame Low-tech. Et Madame Low-tech, quand elle voit le technosolutionnisme, elle se pose des questions. Puis elle se dit, mais finalement, le frigo connecté, à quel besoin ça répond? Bien souvent, les approches high-tech, ça répond à des besoins qui n'existent pas. On n'a rien demandé, puis on nous propose ça, comme une nouvelle solution. Mais théoriquement, une solution d'ingénierie, c'est pour répondre à un vrai besoin. C'est pas juste... Enfin, ça, c'est dans un monde idéal. Madame Low-tech, elle se pose toujours d'autres questions. Elle se dit, peut-être que mon frigo super connecté high-tech, il vient de créer des nouveaux problèmes, il a peut-être déplacé le problème ailleurs, il a peut-être empiré la situation. Ça consomme toujours plus de ressources, comme je vous l'ai dit. Donc peut-être que l'approche high-tech crée des nouveaux problèmes, bien souvent. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin de la vie du projet? Comment on va gérer la fin de vie d'un objet qui est presque pas réparable, pas démontable? Madame Low-tech se rend compte qu'on déplace le problème. Si on a pu améliorer la performance de l'objet pendant la phase d'utilisation, on va peut-être avoir un gros problème pendant la phase de gestion en fin de vie. Dès qu'on a la pensée systémique, la pensée cycle de vie, on se rend compte que souvent, avec l'approche high-tech, on pelte le problème à une autre étape de la vie du produit. Soit c'est à l'extraction, soit c'est à la phase de gestion de fin de vie, soit c'est la phase d'utilisation pas réparable. Donc, finalement, on déplace le problème d'un poste vers un autre. Et finalement, toutes ces solutions technologiques high-tech n'ont pas amélioré la qualité de vie de Madame Low-tech. Parce que la qualité de vie, c'est le milieu de vie. Puis un frigo connecté, ça prend plus d'extraction de ressources, ça détruit plus l'environnement, donc ça altère le milieu de vie. La qualité de vie, c'est aussi un niveau de vie. Mais le niveau de vie, ça voudrait dire qu'elle aurait peut-être économisé, mais avec son frigo connecté, elle a dépensé plus d'argent pour refroidir sa pinte de lait comme avant. Ça lui a coûté plus cher, ça ne dure pas très longtemps, donc elle va devoir redépenser. Donc, sa qualité de vie globale n'a pas été vraiment améliorée. Mais pourquoi est-ce qu'on est pris dans cette logique-là? Comment ça se fait que ce n'est pas plus encadré pour pas qu'on converge toujours vers des solutions high-tech quand il n'y en a pas besoin? En fait, la solution high-tech, ça ne prend pas de courage politique parce que personne n'est contre une petite bébelle de plus connectée. La solution high-tech, ça évite le débat. On ne remet pas en question le système. Et souvent, avec le high-tech, c'est au nom du progrès. Mais le progrès, c'est souvent de régler des problèmes créés par le progrès lui-même. Je passe sur cette diapo parce que le temps roule, mais j'arrête sur celle-ci. L'approche low-tech est très technocritique, mais pas technophobe. On n'est pas contre la technologie, on est pour la technologie au bon endroit. Si on caractérise la low-tech en 3 mots, la low-tech, ça vise à développer des solutions utiles, accessibles, durables. Utiles pour répondre à des besoins réels. Accessibles, ça veut dire qu'on peut entretenir soi-même ces technologies, on les comprend, c'est plus des boîtes noires. Et durable, on réduit les effets et les impacts sur l'environnement. Comment mettre en place la low-tech? Généralement, par une approche d'abord dans la sociosphère, on se réorganise. Ensuite, par une approche basée sur les réponses de la biosphère, par exemple l'approche biomimétique. Et au dernier moment, en ultime recours, fonder notre solution sur des enjeux plus technologiques. Donc sociosphère, biosphère, technosphère. Comme le temps a été très limité, je pense que je vais arrêter là. Il restait... Bon, je vais aller sur la diapo de synthèse. Supposons qu'on veuille cheminer vers une société low-tech complète. On part de la société où on est aujourd'hui. On a une approche très technocritique de la façon dont on fait les choses. On diffuse peu à peu l'esprit low-tech, comme on le fait ce soir. Et ensuite, on conserve les high-tech là où on n'a pas d'autre alternative. La solution pour générer des couronnes, c'est peut-être le plus bas niveau technologique.
qu'on puisse avoir pour honorer ce service. Donc, dans le domaine de la santé, ce n'est pas un retour à la caverne où on va opérer à froid sans anesthésie dans une société low-tech. On a besoin d'une IRM, on a besoin d'un scanner, on va l'utiliser. On utilise le plus bas niveau de technologie pour répondre aux besoins. Je passe ça. Et le retour de monsieur technosolutionniste qui essaye de nous vendre son frigo, mais bien souvent, on est très efficace pour faire les mauvaises choses alors qu'on pourrait être autant efficace pour développer des solutions plus positives pour l'environnement et la société. Voilà. OK. Alors, est-ce qu'on a des questions ici sur la low-tech? Super, j'en ai une. Je me demandais, est-ce que vous pensiez que la low-tech, en fait, plutôt la high-tech, puis toute cette technologie-là qu'on essaie de nous vendre, répondrait pas plutôt, en fait, à un problème de genre donner plus d'argent aux actionnaires, finalement, que finalement, c'est drivé par le capitalisme puis par le fait de vendre le plus de bébelles possible qui t'offre le moins longtemps possible? Oui, c'est certain que c'est très lié à ça. En fait, la low-tech ou la low-tech en technologie, c'est comme la décroissance en économie. Donc, c'est sûr que l'approche high-tech ne va pas alimenter, disons, la décroissance, la réduction de la surconsommation, le fait de devoir vivre à l'intérieur des limites planétaires, là, du concept de frontières planétaires. Donc, alors que l'approche low-tech considère ça, considère que peut-être qu'une des seules façons de vivre à l'intérieur de la planète, c'est de réduire la consommation globale, d'opter pour une décroissance collective. Et c'est certain que pourquoi l'approche high-tech est encore très à la mode et soutenue par les entreprises, parce que c'est une solution pour pouvoir faire du profit, étant donné que les appareils deviennent obsolètes, donc on a la garantie d'en vendre des nouveaux. Et les considérations environnementales sont bien secondaires dans ce cas-là. Merci beaucoup pour la présentation. Vous nous avez nommé rapidement la biosphère puis le biomimétisme. Moi, tout ce que j'entends du biomimétisme, typiquement, c'est comme les scientifiques ont fait un nouveau remède sur le cancer inspiré de la salive de salamandre ou je sais pas quoi. Puis c'est très techno. C'est très techno. Fait comment est-ce qu'on fait concrètement, comment est-ce qu'on fait du low-tech avec de la biosphère puis du biomimétisme? Ben, le biomimétisme, oui, il y a des cas d'illustration très pointus, très techno, mais c'est tout un mode d'éco-innovation finalement. Donc, quand on est dans une approche de conception biomimétique de solutions, on essaye de regarder quelle est la fonction qu'on veut réaliser et est-ce que dans la nature, il y a un champion, un organisme vivant qui met en œuvre cette fonction. Mais il y a des principes qu'on ne perd pas de vue, c'est-à-dire que la nature est généralement frugale en termes d'énergie, frugale en termes de matériaux. Dans la nature, il n'y a personne qui sort les déchets et qui les pose quelque part parce que le concept de déchets n'existe pas. Donc, les principes de biomimétisme peuvent alimenter la réflexion et nous guident dans la conception de solutions. Donc, on s'inspire des principes de biomimétisme qui sont inspirés des écosystèmes, pas de déchets ou le moins de déchets possible, le plus local, le plus frugal, le plus efficient, le plus de collaboration. Donc, il y a plein de principes. Ce n'est pas juste à travers des exemples qui, parfois, sont peut-être biomimétiques, mais a posteriori, dans le sens qu'on a inventé un truc, puis pour lui donner un côté plus vert, on va dire « Ah, mais ça, c'est vrai que le vivant le fait comme ça. » Je vais dire que c'est biomimétique, ça va mieux passer. Le biomimétique est récupéré un peu par le greenwashing, là. Donc, mais la vraie méthodologie de conception biomimétique, c'est quand même quelque chose qui nous incite à vivre dans les limites planétaires, donc qui est très arrimé à la low-tech. Bonsoir. Ma question, c'est... pardon, je vais arriver à trouver les mots. Pour la surconsommation de high-tech, souvent on parle de l'obsolescence aussi programmée de ce qu'on achète. Est-ce que dans ce cas, ça, c'est quelque chose qui est vrai? Que l'obsolescence programmée existe? Oui. Oui, tout le monde l'a expérimenté. Vous imprimez, au bout d'un moment, l'imprimante s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Juste qu'on a décidé que ça s'arrêtait à 12 533. Il y a plein de choses qui sont dimensionnées. Je ne sais pas, des composantes électroniques dans des écrans d'ordinateur. C'est à côté du power supply. On se dit, c'est sûr que là, ça surchauffe et ce n'est pas étonnant que ça va griller. Dès qu'on démonte les équipements, c'est ce qu'on fait dans nos labs, puis qu'on examine certaines choses, on se dit, OK, on comprend que la conception a été intentionnellement faite pour réduire la durée de vie. Donc, l'obsolescence programmée existe, là. Donc, en approche low-tech, on s'oppose à ce genre de choses en se disant, on peut concevoir pour faire durer les produits, puis s'il y a un bris,
Au lieu de tout couler dans de la résine époxy, au lieu de tout souder, on va faire en sorte que ça va être réparable. Et on va fournir des pièces, et on incite à fournir des pièces détachées. Mais avec les nouvelles lois qui sortent sur la responsabilité élargie des producteurs, ben c'est vers ça qu'on tend. Bon, il y a eu une grosse discussion il y a quelques semaines, là, c'était le 5 octobre, je pense, l'entrée en vigueur de la loi sur la protection des consommateurs, là, où les fournisseurs de tout un tas d'objets doivent fournir des pièces détachées. Puis on a vu une montée au front des distributeurs et des quincailliers qui disent on ne pourra pas, on n'aura pas les pièces, on n'aura pas les outils. Mais en fait, il faut bien commencer quelque part pour lutter contre ça, parce que c'est ce qui remplit nos sites d'enfouissement. On serait capable de concevoir différemment, mais il y a des gens qui conçoivent pour que ça brise rapidement, pour en vendre plus. Mais ça pourrait être complètement différent. Ça, c'est du domaine du possible. Oui, merci pour ta présentation. Je me demandais, dans notre quotidien, est-ce qu'il y a des actions concrètes qu'on peut prendre pour favoriser un mode de vie qui est plus low-tech, selon vous? Oui, donc on peut se former un peu à essayer de comprendre nos technologies. Il y a tout le temps des alternatives qui existent quand on choisit un objet. Quand on choisit une sécheuse, une laveuse, parfois il y en a qui sont truffés de... Je sais pas, j'ai un ami qui a acheté une laveuse, c'était marqué qu'il y avait l'IA qui intervenait quelque part. En tout cas, c'est marqué IA dessus. Puis je lui ai demandé après, est-ce que son linge était plus propre que l'ancienne laveuse? Non. Est-ce qu'il ressort plié? Non. Donc, on achète une laveuse entre un modèle sans IA, un modèle avec IA, un modèle truffé de boutons, un modèle plus simple. Ben, c'est le choix des objets qu'on consomme aussi. Après, on peut se former pour essayer de comprendre comment ça marche. On peut aussi acheter des objets de seconde main. Tout ça, ça rentre dans la philosophie low-tech. Ce n'est pas une exclusivité du low-tech, mais le zéro déchet, ça rentre dans la philosophie low-tech, la décroissance, le fait de minimiser son empreinte par tout un tas de comportements, ça rentre dans la... Parce que la low-tech, ce n'est pas juste un catalogue de solutions à bricoler soi-même, c'est aussi toute une philosophie, une façon de repenser notre rapport à la technologie. Donc des choses plus simples qu'on peut réparer. On regarde l'équipement, puis on se dit, là, il a l'air d'avoir des vis bizarres. Celui-là, il a des vis régulières. J'ai le vrai outil pour ouvrir ça. C'est celui-là que je vais prendre, parce que je pense qu'il va être réparable. Donc, Merci beaucoup, Philippe. Bien. Merci. Juste à main levée, qui ici a un compte Communauto dans Montréal? Cool. Et un abonnement Bixi? Bon, on peut se féliciter quand même, on participe aussi au partage commun pour eux. Pardon? Qui a un vélo ici? Beaucoup de personnes, super. OK, fait qu'on va passer à la dernière présentation qui va être donnée par Benoît Loup, Denis Legault, qui va présenter les bactéries, piliers de la vie sur Terre. Donc, Benoît Loup est titulaire d'un bac en microbiologie et étudiant à la maîtrise dans le labo de Frédéric Pitre à l'Institut de recherche en biologie végétale situé au Jardin botanique. On applaudit, s'il vous plaît, Benoît Loup. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous êtes en forme ce soir? Oui! Yes! Et ça, c'est grâce aux bactéries. Eh oui! Un pilier de la vie sur Terre, les bactéries. Bon, je sais, là, je vous dis ça, mais les bactéries ont assez mauvaise réputation. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Vous avez sûrement déjà, en fait, entendu parler vos parents, quand vous étiez jeunes, vous dire « Ah, ben, touche pas à ça, c'est plein de bactéries » ou « Mettez pas vos mains dans votre bouche parce que c'est plein de bactéries ». Ou encore, vous avez sûrement déjà vu des annonces publicitaires vous vendant des produits qui vous disaient comme « Achetez notre produit, ça va éliminer 99,9% des bactéries ». Comme quoi, en fait, il faudrait vivre dans un monde quotidien où est-ce qu'on n'y aurait pas de bactéries. Là, c'est sûr que ça cause plein de maladies, des bactéries, là, vous allez me dire. Là. Mais il y a aussi des bonnes bactéries. Les probiotiques, c'est un bon exemple. Mais dans la publicité, même quand on parle des bonnes bactéries, en fait, on les appelle justement des probiotiques. Par exemple, pour les yogourts, on ne va pas utiliser le terme bactéries. On ne va pas dire « Achetez notre yogourt, il est plein de bactéries, mais c'est des bonnes bactéries ». Ça vendrait sûrement un peu moins. Donc, on va vous dire des probiotiques. C'est sûr que, justement, comme il y a des maladies, il y a des morts qui peuvent survenir, est-ce qu'on ne pourrait pas juste se débarrasser des bactéries, finalement, puis d'éliminer 99,9% des bactéries sur Terre, ou même
l'entièreté des bactéries, mettons? Eh bien, justement là pour vous convaincre que ce ne serait vraiment pas une bonne idée, en fait. Je vais vous citer finalement 3 exemples ou 3 services essentiels que les bactéries vous donnent gratuitement, sans abonnement ni frais cachés. Et je dirais les 3, je pense que vous allez pouvoir le voir, c'est vraiment essentiel. Parce que, en effet, la plupart des bactéries ne sont pas des mauvaises bactéries, mais des bonnes bactéries. Et même que les bactéries qui causent des maladies, c'est une minorité. Tout d'abord, la production d'oxygène. À main levée, qui a déjà fait une sabbatique d'oxygène? Ils sont sûrement pas là pour se défendre. La production d'oxygène, les bactéries, c'est vraiment la majorité de l'oxygène qui produit qui provient des bactéries. Là, vous pensez, c'est sûr, à la respiration, mais aussi un autre aspect important. Vous voyez ce soleil radieux, vous avez envie d'aller faire un pique-nique, là. Eh bien, ce soleil vous garoche en constance des rayons laser hyper ionisants. Là, vous seriez irradié sur place, en fait, si ce n'était pas de la couche d'ozone. Et oui, la couche d'ozone est aussi faite d'oxygène. Si je vous parle de photosynthèse, j'imagine que vous savez un peu de quoi je parle. Dans votre tête, selon moi, ça va être comme les plantes, les arbres, ils transforment le CO2 en oxygène. Mais je ne sais pas si vous saviez, mais la majorité, en fait, la plus grande partie de l'oxygène qui est produite puis qui est dans l'atmosphère, en fait, provient des bactéries, plus précisément des cyanobactéries. Donc, c'est ces belles petites bactéries-là. En plus, elles sont à la base de la chaîne alimentaire, donc elles sont extrêmement importantes. Ce qui fait en sorte que l'oxygène s'accumule dans l'atmosphère, sature les terres et les eaux et fait qu'on a une belle couche d'ozone. Alors, vous êtes ici, vous n'avez pas besoin d'avoir une protection contre les rayons laser et vous pouvez respirer aussi. Et en plus, vous pouvez faire des barbecues parce que si vous n'avez pas d'oxygène, vous ne pouvez même pas faire de feu. C'est quand même drôle de se dire, il y avait une époque où est-ce qu'il n'y avait pas de feu sur Terre. Un deuxième concept très important, en fait, c'est la fixation d'azote. La fixation d'azote, c'est vraiment essentiel parce que même s'il y a beaucoup d'azote dans l'atmosphère, en fait, l'atmosphère, puis même ici, en nous, il y a plein d'azote, c'est en fait 78 % de l'air ambiant qui est composé d'azote, eh bien, elle n'est pas utilisable par les organismes vivants et c'est vraiment la fixation d'azote qui permet l'entrée de l'azote. Puis là, vous allez me demander, ça sert à quoi l'azote? Ça rentre dans la constitution de votre ADN puis de vos protéines. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vivre sans ADN. Vous n'existez pas sans ADN. Donc, si je vous montre mon beau petit diagramme, vous avez l'azote dans l'atmosphère. Éventuellement, elle va diffuser dans le sol. Ça peut être aussi dans l'eau, mais ici, je représente dans le sol, mais ça se fait aussi dans les milieux marins. Et elle va atteindre les bactéries fixatrices d'azote. Ces bactéries-là vont prendre l'azote dans l'atmosphère, qui n'est pas disponible, et vont le rendre disponible dans des formes assimilables par les formes de vie, comme les plantes. Les plantes vont l'assimiler, vont produire finalement toute leur structure, et vont être mangées par des animaux, qui vont être mangés par des plus gros animaux, puis éventuellement, peut-être quelque chose qui va finir en grillade sur nos barbecues. Au final, c'est vraiment les bactéries qui permettent la fixation d'azote et donc l'entrée de l'azote dans les organismes vivants. Donc, pas de bactéries fixatrices d'azote, pas de plantes et plus de petits lapins non plus. Bon. Là, vous dites, c'est sur nous qu'on n'en veut pas des bactéries. C'est vraiment dégueulasse, des bactéries. Eh bien, vous auriez tort parce que les bactéries font partie de nous. Genre, littéralement, là. Vous avez plus de cellules bactériennes que de cellules humaines sur vous. En fait, c'est à peu près 13 bactéries par lot de 10 cellules humaines, ce qui représente, si vous pesez entre 60 et 75 kg, environ 0,2 kg. C'est vraiment pas beaucoup, en fait, parce que les bactéries sont vraiment pas grandes. C'est pour ça que vous ne les voyez pas là, quand vous regardez. Mais ce ne serait pas une bonne idée, mettons, de se débarrasser de ce 0,2 kg-là pour perdre du poids, parce que, comme je vais vous montrer, elles vont vous aider à perdre du poids. Je vais parler plus des bactéries de l'intestin. Parce que c'est vraiment là où est-ce qu'il y en a le plus, puis où est-ce qu'ils nous rendent le plus de services. Premièrement, la digestion des aliments. Il y a tout plein de substances, par exemple des fibres, que si je les mange, par exemple, une salade comme ça, les fibres, je ne vais pas être capable d'assimiler les nutriments qu'il y a à l'intérieur. J'ai besoin de bactéries. Et c'est là qu'elles vont entrer en œuvre. Je mange ma salade, il
il y a tout plein de fibres que je vais manger, puis il y a des bonnes bactéries qui vont venir digérer ces fibres-là et qui vont les transformer en gras. Puis là, vous dites, mais c'est pas cool du gras, là. On n'en veut pas de gras. Mais non, ça, c'est du bon gras. Du tellement bon gras, en fait, qui réduit votre risque d'avoir le cancer, qui réduit votre chance d'avoir du diabète, qui réduit votre chance d'avoir de l'obésité. Et en plus, ben, ça a des propriétés anti-inflammatoires qui font en sorte que vous vivez comme une personne normale qui n'a pas la maladie de Crohn. À moins que vous aviez la maladie de Crohn, là, ce ne serait pas le fun. Mais si vous en connaissez, c'est vraiment c'est assez intense comme maladie. Donc, très utile. Un deuxième point, les vitamines. Il y a deux groupes de vitamines qu'on a besoin. On a besoin des bactéries, en fait, pour nous fournir deux groupes de vitamines, la vitamine K et les vitamines du groupe B. Les vitamines du groupe B, c'est ce qui vous donne des beaux cheveux et des beaux ongles, notamment dans les shampoings, les choses comme ça. Puis aussi, accessoirement, ça vous permet de ne pas devenir fou, parce qu'une carence en vitamine B peut causer des troubles neurologiques sévères. Dernier point, le meilleur pour la fin. Avez-vous déjà entendu dire que votre intestin était votre deuxième cerveau? Oui, hein, c'est quand même tendance ces temps-ci. Mais en fait, ça fait plus référence aux bactéries de l'intestin qu'à votre intestin en tant que tel. Et non, c'est pas, ça ressemble un peu à un intestin puis un cerveau. C'est plein de tubules qui passent partout ici et là. Mais pour de vrai, c'est les bactéries. En fait, on s'est rendu compte que les bactéries de l'intestin sont en étroite communication avec le cerveau et qu'elles agissent sur tout plein de métabolismes, sur la satiété, sur la digestion et même sur votre humeur et votre réponse au stress. Quand même pratique avec un examen, ça. Donc, très utile, nos bactéries. Non seulement ils nous aident pour notre santé physique, mais pour notre santé mentale. Puis là, vous devez vous demander, qu'est-ce qu'il faut pour avoir des bonnes bactéries? Bien, l'alimentation, essentiellement, c'est une des réponses que je pourrais vous apporter, notamment si vous avez une alimentation plutôt végétarienne, avec plus de protéines végétales, bien, ça va accentuer la présence des bonnes bactéries. Ça favorise finalement leur établissement dans votre intestin. Alors que si vous avez une diète plus genre américaine, McDo et avec la viande, ben les bonnes bactéries vont pas trop vouloir rester, puis vous allez finalement pas avoir les bienfaits des bonnes bactéries. Donc vous allez être comme bonhomme baboune, là, genre un peu plus triste. Un autre point aussi, c'est les probiotiques que j'ai parlé un peu plus tôt. Bien, les probiotiques, justement, c'est les bonnes bactéries. Donc, ça leur donne une opportunité de s'installer dans vous si vous mangez des probiotiques. C'est sûr qu'il faut que l'alimentation en suive parce que si les bactéries arrivent et comme ça sent le pet, ben, ils ne vont pas vouloir rester là. L'autre point aussi, c'est les antibiotiques. Les antibiotiques, j'imagine un peu que vous savez de quoi je parle. C'est des médicaments magiques que vous prenez quand vous avez un mal de tête ou n'importe quoi. Non. C'est qu'est-ce que vous devez prendre quand vous avez une infection avec, pour origine, les bactéries, donc une infection bactérienne. Parce que oui, il y a des mauvaises bactéries, je sais. Mais le problème avec les antibiotiques, c'est que ça vise un large groupe de bactéries et donc vous allez aussi affecter vos bonnes bactéries. Et à un certain point, il faut quand même garder ça en tête. C'est sûr que si vous avez une infection, votre médecin vous dit de prendre des antibiotiques, prenez-les quand même, mais il faut garder en tête que ça va aussi nuire aux bonnes bactéries et vous rendre malheureux. Un autre point aussi, là, vous pourriez aussi manger de la terre. Là, ça s'appelle de la géophagie et c'est un art culinaire presque perdu, mais que des gens pratiquent encore aujourd'hui, étonnamment, et les animaux aussi. En fait, ça consiste à manger de la terre pour que les bonnes bactéries qui sont dans la terre, en fait, aient la chance de faire un peu comme dans les probiotiques, s'installent dans vous. C'est juste que vous pouvez tomber malade aussi. Là. Il y a des bonnes bactéries, mais il y a aussi des mauvaises. Il y a quand même aussi des probiotiques qui existent, là, fait qu'on peut passer... Bon. Si on parlait des mauvaises, justement, 99%, plus de bactéries même, ça ne pourrait pas être un bon monde, un monde où est-ce qu'il n'y aurait plus de maladies, finalement? Est-ce que ce serait une bonne idée, finalement, de les éliminer, nos bactéries? D'après vous, hein, avec tout ce que je viens de dire, ce serait un peu apocalyptique, en fait. Imaginez, s'il n'y a plus de fixation d'azote, ben, il n'y a plus de plantes, il n'y a plus d'animaux. Nous autres aussi, on va manger quoi s'il n'y a plus de plantes et plus d'animaux? Je ne sais pas si vous mangez d'autres choses, du carton. C'est quand même complexe. Là, vous dites, ben, mettons que moi j'ai un bunker, là, mettons que je suis comme Elon Musk puis tous les géants de la tech, puis que j'ai une réserve de l'infini dans mon bunker de nourriture. Est-ce que je pourrais survivre?
les chances sont que vous seriez tellement mal en point parce que vous n'auriez plus de microbiote. Vous allez probablement mourir, en fait, d'une infection fongique, donc causée par des champignons, finalement, ou simplement fou d'une diarrhée. Là, c'est un peu à votre choix. Genre. Donc, ce serait vraiment pas cool, au final. Ce serait littéralement la fin de l'humanité. Ce qui veut dire qu'on ne va jamais connaître la fin d'Occupation Double. Et ça signifie qu'il n'y a pas juste des inconvénients, au final. Donc, c'était 3 services essentiels que nous donnent les bactéries gratuitement. Donc, finalement, production d'oxygène, une belle couche en plus de ça, une belle couche d'ozone qui nous protège des rayons laser du soleil, la fixation d'azote qui nous permet d'avoir des plantes, des animaux, et finalement, les bactéries font partie de nous. Donc, ça serait un peu de se faire mal à nous-mêmes si on se débarrassait d'elles, puisqu'elles aident à notre santé physique et mentale. C'était tout pour moi. Je vous remercie, puis j'espère que vous allez voir les bactéries d'un autre œil. Nolou, ça marche. Est-ce qu'on a des questions sur l'apocalypse, les bactéries, C'est bon. Je fais une suggestion non exhaustive à chaque fois dans les types de questions. J'ai un autre mythe que j'ai. Est-ce que quand on mange plus de mauvaises choses, de hamburgers, tout ça, nos bactéries se développent pour nous conseiller justement de manger le plus de hamburgers possible, ou quand on commence à manger juste des salades, on se dit ah là, nos bactéries se sont dit ok, il faut manger plus de salades, et vu qu'il y a une connexion entre les bactéries et le cerveau, on a envie de manger plus de salades. Ça, c'est un mythe que j'ai. J'en sais rien si c'est vrai. J'ai un autre mythe pour toi. Vas-y, dis-moi. J'ai rien vu par rapport à ça. Déjà, on a bien des genres de drogues naturelles, si on veut, qui existent, genre le sucre, le sel, et qui vont nous rendre accros, et le cerveau, le sucre, il capote là-dessus. Là, mais c'est comme ça pour tous les mammifères. Pour les bactéries, en fait, c'est plus qu'on observe qu'il y a des bactéries qui sont associées à une diète plus végétarienne, une diète plus avec de la viande ou des produits transformés, des fois aussi. Et cette diète-là, en fait, les bactéries qui sont dedans sont généralement associées à plus de problèmes de santé. Donc, c'est comme des grosses études qui vont évaluer plein de gens, puis ils vont s'apercevoir que finalement, le microbiote interagit un peu. Des fois, c'est une conséquence de la maladie, et des fois, ça vient aussi dans les causes de la maladie. Mais j'ai rien entendu, à mon sens, que les bactéries, mettons, nous contrôlaient puis nous manipulaient un peu comme ça. C'est plus parce qu'on a coévolué avec elles puis avant d'avoir des gros fast-food puis des animaux, de la viande qu'on peut manger partout, on mangeait plus une alimentation végétarienne. Et donc, on s'est habitué avec les bactéries. Ces bactéries-là, les bactéries avec lesquelles on a coévolué, ils sont plus habituées à cette diète-là, en fait. Une autre question là-bas. Ça, c'est la bonne élève du groupe. Merci. Est-ce que quand on est intolérant justement à quelque chose, là, c'est comme tu parlais de l'intestin, tout ça, c'est-à-dire ce qui manque la bonne bactérie qui te permet de boire du lait, et dans ce cas, pourquoi on ne pourrait pas la réintégrer dans notre organisme? Ça serait vraiment cool si c'était ça, parce que ça réglerait vraiment facilement le problème de l'intolérance au lactose. Non, c'est pas le cas pour justement l'intolérance au lactose. L'intolérance au lactose, en fait, c'est un manque de lactase. C'est l'enzyme, finalement, qui va cliver le lactose. Et ça pourrait être cool d'avoir plein de bactéries qui ont cette enzyme-là pour pouvoir le digérer, mais non, ça, c'est vraiment plutôt un trait génétique qui est associé à ça, de ce que j'en sais. Sinon, je pense pas qu'il y a vraiment d'intolérance associée à ça. C'est plus que les nutriments vont moins bien être assimilés. Donc, tu auras besoin... en fait, tu ne vas juste pas avoir ces bienfaits-là, tous les bienfaits que j'ai nommés, notamment avec les fibres. Puis c'est quand même assez important, là, tout ce qui est les gras que je parlais un peu, là, anti-inflammatoires, tout ça. C'est quand même quelque chose qui fait que tu peux vivre vraiment plus sainement. Par exemple, lorsqu'on a des diarrhées, oui, désolé pour ceux qui mangent,
Ça lessive vraiment tout l'intestin et donc ça peut faire en sorte que quelqu'un justement qui a une intolérance au lactose va en avoir plus souvent et va nuire à son microbiote, donc à ses bactéries dans l'intestin et qui finalement va avoir moins de bonnes bactéries à cause de ça. Donc des fois, ça peut être lié dans ce sens-là un peu. J'espère que ça répondait. Merci pour ta présentation. Moi, je me demandais, est-ce que les bonnes bactéries vont aussi avoir un impact sur notre système immunitaire, vu que, dans le fond, ce système-là est là pour contrer, finalement, entre autres, les mauvaises bactéries? Puis si oui, c'est quoi cet impact-là? Oui, justement, ça, c'est une très bonne question. C'est vraiment... en fait, justement, ils vont réveiller notre système immunitaire, ils vont le stimuler. Notre système immunitaire, il est toujours extrêmement actif dans notre intestin. Il y a plein de choses qui passent là et il doit toujours être sous une forme d'inflammation contrôlée, si on veut. C'est également comme ça qu'on va faire notre tolérance en mangeant des choses quand on va être petit. C'est là, par exemple, que si, disons, je mange des arachides en étant petit, la première voie, disons, le premier contact entre mon système immunitaire et les arachides, ça va être à travers mon estomac, plutôt mon intestin. Donc, le système immunitaire va se dire hey, c'est quelque chose qu'on mange, donc c'est normal. Alors que si, mettons, que j'avais un bébé avec l'eczéma, puis là, que tu étendais du beurre de pinot dessus, ce serait un autre contexte inflammatoire qui n'est pas censé vraiment arriver, c'est-à-dire finalement sur la peau et non quelque chose que tu as mangé. Et donc là, le système immunitaire va créer, par exemple, les allergies aux arachides. Et donc, c'est vraiment important d'avoir ce contexte inflammatoire-là contrôlé avec des bonnes bactéries aussi. Les bonnes bactéries, non seulement elles vont prendre la place, par exemple, d'infections, de d'autres pathogènes ou de d'autres mauvaises bactéries, mais des fois, il y a aussi des pathogènes, par exemple, d'origine fongique qui peuvent s'installer et prendre la place. C'est pour ça, tantôt que je disais, si tu n'as plus de bactéries, eux vont prendre la place, puis ça va être un peu moins drôle. Mais ils vont toujours garder, finalement, le système immunitaire éveillé et ça va l'aider à, finalement, pas mal faire sa job, là. Merci beaucoup, Benoît Lou. On peut encore l'applaudir. Merci. On arrive déjà à la fin de notre soirée. C'est le moment d'être triste, tous ensemble. Voilà. Mais merci à vous d'être venus ce soir. On était, comme je disais au début, on était en petit comité, mais finalement, ça a apporté ce côté chaleureux qui était très agréable. On a beaucoup apprécié passer ce temps-là avec vous. J'espère que vous avez également apprécié toutes ces informations qu'on vous a données aujourd'hui de façon accessible et fun et très généreuse de vous livrer. J'aimerais remercier nos 4 présentateurs et présentatrices. Donc, on a eu Étienne, Benoît Lou, Iman et Philippe. Merci beaucoup pour votre temps et pour tout ça. Et on peut encore les applaudir. Je veux aussi remercier les bénévoles de Booster Brain. Donc, à l'accueil, on a eu Marjorie et Gaëlle. Allez-y. À la captation vidéo, on a eu Loïc et Marie-Claudel. Et à la projection et son, on a eu Maëlle. Merci à vous. On va aussi remercier le Pub L'Île Noire qui nous accueille ce soir et tous nos événements. On a eu au service William et à la cuisine Sidonie. Merci à vous. On va remercier nos commanditaires qui sont les Fonds de recherche Québec, les FRQ. Et on va passer donc au quiz. On va vous... Dans 2 secondes ou 2 minutes, j'ai eu 2, donc... Dans quelques instants, on va avoir un QR code que vous allez pouvoir scanner. Et... Vous savez quoi ? Oui. Et donc, vous aurez 4 questions, une question par présentation. On vous invite à répondre. On va vous laisser un petit peu de temps, un 10 minutes là pour y répondre. Et ensuite, nous, on va faire un tirage au sort des ceux qui ont le mieux répondu. Et vous aurez on aura au total 3 gagnants et gagnantes. Donc, j'espère que vous avez été attentifs, que vous avez été tous les premiers et premières de la classe, comme ceux qui ont posé beaucoup de questions. J'espère qu'on ne vous a pas posé des questions trop dures. J'essaie de combler la discussion.
J'aurais dû noter d'autres anecdotes sur des mythes, mais là, j'en ai pas en tête, hélas. Finalement, c'était 2 minutes et pas 2 secondes. OK. Fait que... Pardon? J'entends pas. C'est quand le prochain Mr. Bang, Marie-Claudel? C'est quand le prochain Mr. Bang? Le 12 novembre, biais cognitif, le prochain Booster Brain. Et le QR code est ici, personne ne s'en est aperçu. Donc, je vous invite à le scanner, à répondre aux 4 questions et peut-être que vous courez la chance de gagner l'un de nos prix.